La comédie, en Grèce antique, est l'espace d'un monde renversé mais cohérent, absurde mais logique, scabreux mais sérieux. Et personne ne montre ça mieux qu'Aristophane. Quickly, bring him some wine so that he might say something clever. Véritable Molière avant l'heure, il est considéré comme le plus grand auteur comique de la Grèce antique. D'ailleurs, il est le seul dont on ait conservé une grande partie de l'œuvre, 11 pièces, sur un total qui en compterait 44. Il serait né vers 445 avant Jésus-Christ et mort vers 388. À l'époque, Athènes est la première démocratie de l'histoire, mais ça ne veut pas dire que tout s'y passe bien. Et comme les comédies d'Aristophane sont très politiques, il y réalise la satire du pouvoir en place et se moque des mœurs de la société de son temps, à grand renfort d'hyperboles et de métaphores bien choisies. Pacifiste convaincu, il milite aussi, par son théâtre, pour la fin de ce qu'on appelle la guerre du Péloponnèse, une série de conflits entre Athènes et Sparte entre 431 et 404 avant Jésus-Christ. La guerre contre Sparte, seule cité capable de rivaliser avec Athènes, fait apparaître les failles de la démocratie. La comédie à l'époque est très très burlesque. On parle beaucoup de sexe, parfois c'est un petit peu scatologique, mais on parle surtout beaucoup de sexe. Une liberté qu'il est parfois difficile d'adapter au théâtre aujourd'hui. Vivre en paix. Aristophane n'en est pas moins un auteur brillant, qui parodie l'argumentation des sophistes et les philosophes de son temps. C'est un auteur résolument visionnaire, qui dénonce la guerre, qui raconte une grève du sexe, à l'époque où les femmes n'étaient pas considérées comme citoyennes et où le principe même de grève n'existait pas encore. Avant de nous intéresser à la modernité de son œuvre, rappelons quelques bases sur le théâtre antique. Il y avait deux genres principaux, à la fois très séparés, ce n'étaient pas les mêmes auteurs, et très proches, la comédie et la tragédie. La tragédie traite de sujets considérés comme plus nobles et s'intéresse principalement aux héros mythologiques. On retrouve trois dramaturges connus dans la tragédie, dans l'ordre, Échille, Sophocle et Euripide. La comédie, plus fantaisiste, est souvent très crue, licencieuse, traite de sujets plus proches de la vie quotidienne et peut mettre en scène des personnages contemporains des spectateurs, comme Socrate dans la pièce Les Nuées d'Aristophane. Aristophane en est le principal représentant. Mais dans les deux cas, le théâtre antique grec utilise quelques acteurs professionnels et un chœur composé de citoyens grecs. Le chœur chante et danse. Il constitue comme un deuxième public sur la scène et réagit aux actions des personnages principaux, mais il prend aussi part à l'action. Le chœur compte également le coryphée, en gros le chef du chœur, qui peut s'en détacher et parler directement aux personnages. Dans les comédies, on trouve également un processus appelé parabase. C'est le moment dans lequel le coryphée brise le quatrième mur pour s'adresser au public et ainsi exposer le point de vue de l'auteur très directement. Le chœur est présent dans toutes les pièces du théâtre grec antique, même si son importance décroît dans la comédie après Aristophane. Alors pourquoi cette présence si cruciale ? C'est presque comme si le peuple, représenté par ce chœur, devait forcément avoir un rôle à part entière sur la scène. Le chœur, c'est aussi la représentation vivante de l'origine du théâtre, née de processions et de cortèges chantés et dansés. Chez Aristophane aussi, le chœur est un élément essentiel de l'intrigue, mais c'est aussi le moyen de donner une voix collective à certains groupes sociaux et de rendre compte de leurs préoccupations. On pourrait dire beaucoup sur Aristophane, mais ce qui nous intéresse là, c'est la modernité de son écriture à travers deux pièces qui traitent des rapports hommes-femmes, tout en étant remarquablement drôles et inventives, Lysistrata et l'Assemblée des femmes. Dans cette pièce, Aristophane imagine que les femmes en ont assez d'envoyer leurs maris et leurs fils à la guerre. Une femme, clairvoyante et habile, Lysistrata, les réunit et leur fait prêter un serment bien particulier. Elles ne doivent plus céder aux avances de leur mari. Elles doivent faire une grève du sexe, tant que la guerre n'a pas cessé. Voici un extrait du serment que Lysistrata fait prêter aux femmes, non sans difficulté. Mettez toutes la main sur la coupe, et qu'une seule répète en votre nom tout ce que je vais dire. Vous ferez le même serment et le garderez inviolablement. Plus d'époux, plus d'amants. Plus d'époux, plus d'amants. Ne m'approchera en érection. Répète. Ne m'approchera en érection. Oh, mes genoux fléchissent, Lysistrata. Je vivrai chez moi dans la plus grande chasteté. Je vivrai chez moi dans la plus grande chasteté. Je serai vêtue d'une robe légère et toujours parée. Je serai vêtue d'une robe légère et toujours parée. Afin d'allumer les plus vifs désirs dans mon époux. Afin d'allumer les plus vifs désirs dans mon époux. Jamais je ne me prêterai de bon gré à ces empressements.
Jamais je ne me prêterai de bon gré à ces empressements. Et s'il me prend de force, Et s'il me prend de force, je ne ferai rien que de mauvaise grâce, et sans y mettre du mien. je ne ferai rien que de mauvaise grâce et sans y mettre du mien. Je ne lèverai point les jambes en l'air. Je ne lèverai point les jambes en l'air. Je ne m'accroupirai point, à l'instar de la figure de lionne qu'on met sur les manches de couteau. Je ne m'accroupirai point à l'instar de la figure de lionne qu'on met sur les manches de couteau. Qu'il me soit permis de boire de ce vin si je tiens mon serment. Qu'il me soit permis de boire de ce vin si je tiens mon serment. Et comme cela ne suffit pas, les femmes décident de toucher au nerf de la guerre, l'argent. Elles envahissent l'acropole où se trouve le trésor public et en bloquent l'accès aux hommes. Bientôt ceux-ci arrivent, réclamant l'accès au trésor, mais surtout leurs femmes, qui leur manquent cruellement. Cette pièce est l'une des plus sulfureuses d'Aristophane. Les hommes ne peuvent résister à la privation de sexe, mais en réalité, les femmes non plus, et Lysistrata a le plus grand mal à réussir à leur faire tenir leur poste. Voici par exemple un extrait entre une femme et son époux. Lorsque le mari de Myrrhine arrive pour tenter de récupérer sa femme, il utilise leur enfant qu'il porte dans ses bras pour l'attirer. La vie ne me dit plus rien depuis que Myrrhine a quitté la maison. Tout me paraît si triste. Rien de ce que je mange ne me fait plaisir, car je suis en érection. Oh, ma très chère petite Myrrhinette, pourquoi en agir ainsi? Viens ici. Non, ma foi, je n'irai pas. Quoi, ô Myrrhine? Même lorsque je t'appelle? Tu m'appelles sans avoir besoin de moi. Moi, sans besoin. Et je n'y puis plus tenir. Je m'en vais. Non, je t'en prie. Au moins écoute la voix de ton petit enfant. Eh bien donc, n'appelles-tu pas ta mère? Maman! 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 Eh bien, que fais-tu? N'as-tu pas pitié de ce pauvre enfant qui n'a été ni lavé, ni allaité depuis 6 jours? Oui, il me fait pitié. Car son père est négligent. Descends, méchante, pour le petit. Ce que c'est d'être mère. Il faut descendre, que voulez-vous? Pourquoi, méchante, en agis-tu de la sorte et écoutes-tu les autres femmes? Tu me fais de la peine et tu te causes à toi-même du chagrin. Ne me touche pas! Et nos affaires, les miennes, les tiennes, que tu laisses à l'abandon. Je m'en soucie peu. Ne viendras-tu pas? Non, par Zeus, si vous ne faites pas la paix et ne mettez pas fin à la guerre. Eh bien, s'il le faut, nous ferons cela aussi. Eh bien, s'il le faut, je retournerai aussi là-bas. Maintenant, j'ai juré de m'abstenir. Tu peux bien coucher avec moi, il y a si longtemps. Non, certes. Et cependant, je ne dirai pas que je ne t'aime pas. Tu m'aimes? Pourquoi alors n'es-tu pas étalée, ma petite Miron? Oh, mais tu en as de bonnes, là, devant le petit. Ma foi, non. Manès, porte-le à la maison. Voilà, le petit n'est plus là pour te gêner. Mais tu ne t'étends pas. Bon, le reste de l'extrait est aussi assez drôle, mais je vous laisse découvrir ça à l'occasion. Finalement, les hommes cèdent, un ambassadeur de Sparte vient négocier la paix et cela finit en orgie. Non, en fête générale. C'est une pièce qui voit s'affronter différents cœurs, montrant différentes parts de la société. Le cœur des hommes, des femmes, des vieillards. Aristophane sait habilement se mettre à la place des femmes et leur donner une voix, construire des arguments sur mesure pour elles, dépendant de leur mode de vie et de leur quotidien. Sa force, c'est cette capacité à construire une argumentation et un monde cohérent, en dépit de son parti pris farfelu. Dans cette pièce, vous l'aurez constaté, on a pas mal d'obscénités. Pourtant, le fond est très politique et engagé, sur la place de la femme, sur la guerre du Péloponnèse. Cette pièce fait office de véritable plaidoyer pour la paix. Considérée comme l'un des chefs-d'œuvre d'Aristophane, elle est encore très régulièrement montée au théâtre aujourd'hui. Par le jour qui va naître, osons l'acte d'audace qui nous permettra de prendre en main les affaires de la ville et de rendre service à l'État. Dans cette nouvelle pièce, qui est une des dernières de l'auteur, il imagine que les femmes prennent le pouvoir et instaurent un genre de communisme, avant l'heure, dans lequel la propriété est abolie, y compris celle des femmes et des époux. Chacun peut coucher avec qui il veut, mais attention, il faudra respecter certaines règles. En effet, les femmes les plus vieilles et les plus laides déplorent qu'elles ne pourront trouver de partenaire car on leur préférera toujours les plus jeunes et les plus jolies. Les femmes mettent en place un genre de décret qui prévoit que les plus vieilles et les plus laides auront la priorité sur les femmes belles, et que si un homme veut forniquer avec une femme belle, il devra d'abord donner satisfaction, dirons-nous, à la plus vieille. Ça donne lieu à une scène très drôle dans laquelle des femmes toujours plus vieilles et toujours plus mal maquillées se disputent un jeune homme.
Hé, la fille, tu violes la loi. Où emmènes-tu ce jeune homme? Le texte écrit ordonne qu'il couche d'abord avec moi. Oh, quel malheur! D'où sors-tu, vieille maudite? Ce fléau est encore pire que l'autre. Viens ici. Ne me laisse pas entraîner de force par cette vieille, je t'en conjure. Ce n'est pas moi, c'est la loi qui t'entraîne. Non, pas la loi, mais je ne sais quelle aime poussa couverte d'ulcères sanguinolents. Suis-moi, mon mignon. Fais vite et ne raisonne pas. Hola, toi. Où vas-tu avec cette femme? Je ne vais pas, on m'entraîne. Mais qui que tu sois, vieille, puisse de nombreux bonheurs t'arriver, à toi qui ne m'as pas abandonné dans le malheur. Oh, Héraclès! Oh, Pan! Oh, Dioscouès! Oh, Corybantès! Ce monstre est encore plus hideux que l'autre, car enfin, je le demande, quelle créature est-ce que cela? Est-ce une guenon plâtrée de céruse ou une vieille qui revient de chez les morts? Ne raille pas. Viens et suis-moi. Non! Par ici! Je ne te lâcherai pas le moins du monde. Ni moi non plus! Vous allez m'écarteler, vieille digne de Malmort! Cette pièce rocambolesque est souvent considérée comme moins importante que Lysistrata. Pourtant, elle est une parodie habile de certaines pensées philosophiques de l'époque, et notamment d'une utopie décrite par Platon dans La République, dans laquelle le philosophe préconise un partage des femmes et des enfants entre tous les hommes. Même si on n'est pas complètement sûr que cette comédie soit écrite en réaction à ces passages de La République, pour des histoires de date, on sait qu'Aristophane était très attentif aux travaux de Socrate et Platon, et la ressemblance entre ces deux œuvres est frappante. En poussant l'idée de l'égalitarisme au maximum, Aristophane a le mérite de parler d'une inégalité très peu corrigée, celle de la beauté et de l'accès au sexe. Et ça, c'est sans doute super moderne. Mais Aristophane est-il réellement moderne? Ne pourrait-il pas être considéré comme misogyne puisqu'il relaye certains clichés? À mon sens, non. Aristophane parle directement au nom des femmes. Il sait se mettre à leur place et montrer qu'en dépit de leur rôle très particulier en Grèce antique, elles sont déterminantes pour la bonne santé et l'avenir de la cité. Si dans Lysistrata, les femmes sont tournées en dérision parce qu'elles peinent à réfréner leurs désirs sexuels, il n'en demeure pas moins que le personnage de Lysistrata est une véritable héroïne. Leaduse née, exemple pour toutes, elle ne flanche jamais. Intelligente, elle sait utiliser justement les atouts des femmes. De plus, ce que montre finalement Aristophane dans ce texte, c'est que les femmes comme les hommes sont victimes de leurs désirs. Mais ce sont les femmes qui réussissent à réfréner leurs pulsions assez longtemps pour parvenir à leur fin. Dans certaines de ses parabases, Aristophane défend les femmes très directement. Et maintenant, chantons nos propres louanges en exécutant la parabase. Certes, chacun dit pique-pendre de la race des femmes. Mais voyons, si nous sommes un fléau, pourquoi nous épousez-vous? Pourquoi ne nous laissez-vous ni sortir ni pencher la tête dehors? Et pourquoi déployez-vous un tant de zèle à garder le fléau? Une femme ne saurait pas s'en aller en ville avec un attelage de 2 chevaux après avoir subtilisé au trésor public dans les 50 talents. Si elle vole tout au plus à son mari une corbeille de blé, elle la restitue le jour même. Cependant, la modernité de ses écrits a ses limites. Donner une voix aux femmes à l'époque, ce n'est pas si simple, et Aristophane est conscient des limites de leur rôle politique. Dans l'Assemblée des femmes, il construit des arguments pour montrer les bienfaits d'un pouvoir féminin, mais en même temps, il se moque de telles prétentions. Je déclare qu'il faut livrer la cité aux femmes. En effet, dans nos maisons, ce sont elles que nous employons comme surveillantes et gouvernantes. On ne saurait les voir chercher à innover, et la cité d'Athènes ne serait-elle pas sauvée si elle arrêtait de chercher l'innovation? Les femmes épuisent leurs maris comme autrefois. Elles ont des amants chez elles comme autrefois. Elles font des provisions en cachette pour elles-mêmes comme autrefois. Elles aiment le vin pur comme autrefois. Livrons-leur donc, messieurs, la cité sans bavardages inutiles et sans nous demander ce qu'elles pourront bien faire. Pour se procurer des ressources, c'est très ingénieux une femme, et au pouvoir, elles ne seraient jamais trompées, car elles ont elles-mêmes l'habitude de tromper. Dans ce passage, Aristophane construit une argumentation à double tranchant. Les femmes feraient d'excellentes politiciennes, mais pas pour les bonnes raisons. Parce qu'elles sont infidèles, traditionnelles et gloutonnes, pour faire simple. Mais la force d'une telle argumentation, c'est de se moquer à la fois des femmes, du désir de pouvoir de tout un chacun, et des politiciens en place, c'est-à-dire des hommes.
Le théâtre grec est forcément discriminant puisque les femmes ne peuvent pas se produire sur scène. Cela ne fait pas partie de leurs attributions. Ce sont donc les hommes qui jouent des femmes en se travestissant et en portant des masques. Aristophane ne traite pas ses personnages masculins et ses personnages féminins de la même manière. Beaucoup de ces personnages masculins sont des contemporains des spectateurs, des personnes connues de la cité dont il se moque et qu'il caricature, que ce soit des auteurs, des philosophes ou des politiciens. Ces personnages féminins, au contraire, sont toujours fictifs, car les femmes d'alors n'ont pas de réel rôle politique. De même, les chœurs composés de personnages féminins sont moins organisés. Leurs entrées en scène, ce qu'on appelle le parodos, sont beaucoup plus informelles, ce qui peut être la traduction de l'absence de groupes démocratiques féminins. Ainsi, en dépit d'une œuvre qui, tout en jouant des clichés de genre, montre que la cité aux mains des hommes est corrompue et que les femmes disposent bien d'une forme d'influence politique, la forme adoptée par Aristophane traduit l'impossibilité d'un renversement des rôles, qui reste de toute manière de l'ordre de la comédie et du fantasque. Parler de la modernité d'un auteur est toujours dangereux, surtout lorsque le rire entre en jeu. Mais ce n'est pas parce qu'on se moque d'un groupe social qu'on ne reconnaît pas sa valeur. Parfois parodier est le meilleur moyen de montrer la noblesse d'un sujet. Et pouvoir se moquer de tout le monde, des hommes comme des femmes comme le fait Aristophane, c'est sans doute déjà faire un pas vers l'égalité.